Bonjour. À l'occasion de la sortie du livre de Jacques Weinstein, L'opéraïsme italien au crible du temps, avec une postface d'Oreste Calzone, nous avons souhaité comprendre son rapport à l'opéraïsme et peut-être d'abord à l'Italie. Alors Jacques, comment t'es-tu intéressé à tout cela? Oui, alors, disons que je vais partir d'une manière générale. Je m'y suis intéressé à partir de mai 68, avant même d'avoir l'idée de faire quelque chose spécifiquement sur 68, la France et l'Italie, comme j'ai pu faire beaucoup plus tard. On s'est intéressé à l'Italie parce que en Italie, les événements continuaient. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose d'extrêmement paradoxal, c'est-à-dire que pour les Italiens qui avaient commencé déjà à être actifs avant nous, dès 67, dans les universités, bon, au niveau du mouvement étudiant, le mouvement français est apparu comme beaucoup plus important que le mouvement italien, et donc ça explique que par exemple les principaux disons leaders du mouvement étudiant ou bon, opéraïste italien, comme Scalzone, Bologna, Piperno, etc., sont venus en France passer une semaine dès le, dès le 6 mai, parce que ce qui se passait en France leur paraissait extraordinaire, et bon, une sorte de moteur de ce qui se passait un petit peu partout. Et donc ils étaient impressionnés par ce qui se passait. Bon, alors que bien évidemment, quelques mois plus tard, c'est l'Italie qui pouvait nous intéresser dans la mesure où si nous étions en difficulté avec les revers du mouvement, eux étaient dans un processus que nous n'avions pas prévu et qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu, qui faisait que le mouvement italien n'était pas plus fort ou plus gros que le mouvement français, mais était autre chose. Et voilà, donc on a été obligé de s'y intéresser. Mais là, je suis obligé de dire que on s'y intéressait d'une façon un petit peu bizarre, avec peut-être un petit air de supériorité, dans la mesure où il nous semblait que le mouvement français était plus avancé et que la situation en France était plus avancée par rapport à la situation italienne qui nous paraissait plus retardataire parce que en fait, sans parler d'opéraïsme qui n'était pas forcément connu parmi les 68 arts actifs, etc., le mouvement italien était plutôt vu comme un mouvement ouvriériste, au sens français du terme, c'est-à-dire pas au sens opéraïste. Ouvriériste au sens où il nous semblait que tous les regards de l'avant-garde, entre guillemets, italienne, étaient portés sur les luttes ouvrières, point à la ligne, alors qu'en France, bon, il y avait ce mouvement de balancement entre les luttes ouvrières, mais aussi quelque chose qui était plus général et dépassait une révolte d'une manière plus interclassiste ou aclassiste qu'on allait développer plus tard. Donc en fait, on avait l'impression que l'Italie avait une vingtaine d'années de retard et que nous, tout ce qu'on avait connu, le mouvement d'industrialisation, les travailleurs immigrés, les OS sur les chaînes, etc., dès la fin des années 50, début des années 60, on avait l'impression que les Italiens le connaissaient 10 ans après
et que il pouvait pas s'en dégager autre chose que ce qui s'était dégagé dans les pays plus avancés entre guillemets. Donc, vous jugiez la situation de retard Voilà, du voilà. capitalisme. Alors que les Italiens après ont théorisé et nous on s'y ralliait à la notion de maillon faible du capitalisme, et donc en tant que maillon faible, c'était un maillon sur lequel il y avait prise pour faire sauter l'ensemble. Et donc ça, mêlé à notre méfiance, si ce n'est notre condamnation de la lutte armée comme chose avant-gardiste, militarisée, etc. Sauf chez les Mao, disons, qui eux collaient plus au niveau de la gauche prolétarienne, peut-être à ça. Le tournant lutte armée n'a fait que renforcer pour nous une vision de cette Italie un petit peu, une vision réductrice, oui, mais de cette Italie un petit peu finalement qui passait à côté de quelque chose parce que la radicalité de la lutte armée venait se greffer sur quelque chose qui nous paraissait déjà en déclin, c'est-à-dire cette histoire que c'était la classe ouvrière qui allait porter, etc. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est la réception de ça. Et dans le livre que j'ai fait, il y a 3 annexes qui portent là-dessus, sur notre réception, donc avec un texte de l'époque, donc de la revue Négation, duquel j'étais assez proche à un certain moment, un texte du GLAT, qui était un groupe qui avait participé au comité interentreprise de Sancier pendant 68, et puis un texte d'invariance, je crois de Camat, sur les étudiants italiens. Et donc j'ai introduit ces 3 annexes dans le livre pour montrer justement comment le mouvement italien était apprécié et critiqué d'une certaine façon. Donc ça, c'est le premier ancrage, enfin, que j'ai eu par rapport à l'Italie. Le deuxième est beaucoup plus pratique, puisque le deuxième s'est fait à partir de ma participation au Cahier de mai. Cahier de mai qui était très en rapport avec l'Italie, mais avec des gens en Italie qui étaient plus, peut-être un petit peu plus modérés, enfin qui étaient, disons, plutôt regroupés autour du manifesto, parce que celui qui avait fondé les Cahiers de mai en France était un ancien membre du comité central du Parti communiste français qui avait quitté le parti en 56 à cause de la Hongrie, et qui gardait des contacts donc avec des dirigeants italiens de l'époque, comme Rossana Rossanda, par exemple, qui est une des fondatrices du manifesto. Donc il y avait une petite imprégnation au Cahier de mai de ce côté-là, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que les Cahiers de mai étaient partis sur la base de, non pas de former un groupe politique, mais un peu un groupe informel d'enquête ouvrière, enquête ouvrière qui était à la base de ce qu'avaient pratiqué les opéraïstes italiens. Sauf que c'était un petit peu indirect, parce que pour différentes raisons que je ne saurais véritablement expliquer, mais qui sont peut-être à la limite groupusculaires ou politicardes, les leaders en quelque sorte, même si ça n'avait pas un sens énorme, mais les leaders, les figures des Cahiers de mai étaient des gens plus âgés que moi et qui avaient donc un certain cursus, etc. déjà,
Et eux, ils avaient des connaissances déjà sur l'Italie, bon, des choses comme ça. Mais ces connaissances, ils ne les transmettaient pas forcément. Et donc, par exemple, la théorie opéraïste ne nous a pas été présentée. C'est-à-dire que même si on avait des références avec l'Italie, on n'a pas eu la présentation de la théorie opéraïste, c'est-à-dire qu'on s'est coltiné ça comme si c'était quasiment une origine française, ou en tout cas une origine des cahiers de mai, en quelque sorte, une spécialité des cahiers de mai. Et c'est plus par mon travail personnel à côté qui fait que très rapidement j'ai lu le livre paru en 68 chez Maspero qui était le recueil des textes des Quaderni Rossi, qui n'était pas tous les textes mais le recueil de textes et qui présentait la méthode de l'enquête ouvrière et toute la réflexion de Panzieri voilà. Donc malgré l'enquête ouvrière dans les cahiers de mai, tu n'as pas abouti directement par les cahiers de mai à l'opéraïsme aussi. Non, pas directement. Cette connaissance de l'opéraïsme proprement dit est venue donc de la lecture des Quaderni aussi, et puis après de la lecture d'Ouvrier et Capital de Tronti, qui est paru aussi très rapidement, que Moulier-Boutan a traduit, puis après les premiers textes de Négri, voilà, c'est là que bon, j'ai un petit peu abandonné cet aspect un peu négatif par rapport à ce qui se passait en Italie, parce que effectivement, comme je l'ai dit, ça nous paraissait un peu retardataire. Potere Operae et Lotta Continua, bon, dont on connaissait pas vraiment les membres, nous apparaissaient comme des avant-gardes léninistes plus ou moins, et non pas vraiment des avant-gardes de fête comme le 22 mars. Donc, on n'était pas trop réceptifs. Et la lutte armée, bon, tout ça faisait que, bon, comme je l'ai dit, on n'était pas vraiment en adéquation avec ça. Alors que quand j'ai rencontré donc les textes eux-mêmes, que je les ai rapportés à la pratique que j'avais dans l'enquête ouvrière, même si j'ai abandonné assez rapidement les cahiers de mai, après, quand ils ont eu du succès, à cause de ce succès même, c'est plus, disons, par moi-même que j'ai fait la connaissance des textes et que l'opéraïsme, tout à coup, est devenu quelque chose que je détachais un petit peu de la pratique, comme si on détachait un peu Marx du marxisme et des partis se réclamant, etc. Donc je commençais à détacher l'opéraïsme de ses effectuations. C'est pas des groupes que tu des groupes, voilà, qui signifiaient quelque chose. Voilà. Alors que finalement, ça avait été un des éléments qui avait joué pour nous, pour considérer un petit peu le mouvement, parce qu'on avait l'impression que c'était les avant-gardes un petit peu qui étaient... on trouvait ça assez gauchiste finalement. Tu trouvais qui menait la danse Oui, parce qu'ils avaient effectivement une importance que nous, on n'a jamais eue. Donc ils avaient une importance pratique. Parce que Lotta Continua était capable de déclencher des grèves à la Fiat, Potere Operae avait quand même des capacités d'organisation importantes de lutte, etc. Il y avait une sorte d'implantation véritable qui avait rien à voir, bien évidemment avec le 22 mars, puisque nous ne cherchions pas ça non plus, mais avec les tentatives du comité de Censier, où on allait récupérer, moi je n'étais pas passé directement puisque j'étais à Lyon, mais
c'était pareil à Lyon aussi, où on allait récupérer l'ouvrier. Bien sûr, il y a eu d'autres moments, comme à la RATP, à la fin, le comité de Censier a joué un rôle, mais au moment de la reprise du travail et du refus de la reprise du travail. Mais grosso modo, ça marchait pas comme ça, c'est-à-dire que quand il y avait des réunions avec les ouvriers, on allait tirer en quelque sorte tous les ouvriers. Les 3 ouvriers de machin venaient avec 2 ouvriers de machin et 3 ouvriers de machin, etc. Et en fait, finalement, comme avec les cahiers de mai un peu après, c'était que du rapiessage, mais on se retrouvait là dans une sorte d'avant-garde informelle, mais qui n'avait aucun poids dans les entreprises. À la limite, moins de poids que lutte ouvrière. Ça prenait les ouvriers un peu caractéristiques. Enfin, voilà, que c'était comme Henri Simon, par exemple, des assurances, etc. C'était des ouvriers qui représentaient quelque chose dans leur truc, mais qui n'étaient pas véritablement représentatifs de ce qui s'était passé, véritablement de ce qui se passait. Alors qu'en Italie, la situation était très différente, c'est-à-dire que quand les opéraïstes, par exemple, disaient augmentation égale pour tous, qu'ils avançaient des sommes faramineuses d'augmentation, du style quand tu gagnais 100 livres, ils réclamaient 1000 liras d'augmentation, pour montrer justement que la force de travail n'a pas de prix, n'a pas de valeur, et que on ne doit pas s'attarder à la question de la productivité, du rapport prix-productivité, salaire-productivité, etc. Toute leur théorie collait à ce que les jeunes ouvriers, et même moins jeunes, et les immigrés du Sud, collaient à ce qu'ils voulaient, eux, à ce qu'ils cherchaient. Donc c'est pour ça que, bon, ils étaient très implantés, mais qu'on avait l'impression quand même qu'ils restaient l'avant-garde. Et d'ailleurs, Potere Operaio avait fait un gros recueil de textes à l'époque qui s'appelait qui était fait pour les assemblées ouvrières, qui s'appelait, je crois, c'est un appel aux avant-gardes ouvrières. Mais appel un peu d'avant-garde aux avant-gardes. C'est-à-dire que Potere Operaio se voyait comme une avant-garde non ouvrière, mais qui en appelait aux avant-gardes ouvrières, qui étaient les comités unitaires de base, qui étaient aussi les assemblées comme l'assemblée de l'Alfa Romeo, etc. C'est-à-dire ça parlait quand même pas mal en termes d'avant-garde, ce qui n'a jamais été le cas en France en mai-juin. Bon. Surtout à ce point-là. Donc ça, c'est la première, on peut dire, c'est la première phase de c'est les années 70, en quelque sorte, de mon imprégnation italienne, qui s'est faite sans rapport précis avec des Italiens. Et donc, la seconde phase pour toi, ça a été dans les années 80, au niveau de la question des extraditions? Oui, alors, disons que dans les années, fin des années 70, puisque dès la rafle de 79, massive en Italie, enfin, bon, il y a des Italiens qui sont en exil, qui essayent d'échapper à la prison, et ce qu'on a appelé plus tard la doctrine Mitterrand n'est pas encore en place, elle se mettra en place pour les 6 mois, mais déjà Mitterrand n'est pas encore au pouvoir. Donc il y a des tas de gens qui se retrouvent en situation possible d'extradition et qui sont en France, et c'est à ce moment-là que je rencontre, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais que je rencontre Jean-Charles Canon, qui est à la tête d'un journal qui se spécialise un petit peu, un journal libertaire. À l'époque, il est en rupture de fédération anarchiste, mais il reste en bordure de la fédération anarchiste. Mais il montre une sorte de journal de coordination de lutte pour la défense des Italiens emprisonnés, parce que lui-même a des contacts avec quelqu'un qui a commencé à traduire nos textes, assez mal, paraît-il, mais qui a commencé à traduire nos textes, qui s'appelle
Alfredo Bonanno, et qui est une figure sicilienne importante des luttes de l'époque. C'est un cheminot et qui va avoir une position et des activités proches de la lutte armée, etc. Et qui est dans l'illégalisme souvent, dans l'illégalité en tout cas, et qui donc connaît bien Jean-Charles et qui fait que Jean-Charles est en rapport avec ce milieu italien qui souvent a déjà pris le chemin de l'exil. Donc c'est là que je rencontre Jean-Charles Canonne et que je commence à discuter avec lui et à envisager des choses sur ce point des extraditions où déjà je me range assez vite à la position de rester Scalzone, qui viendra à position officielle, un petit peu sa position officielle, mais la position dominante dans le milieu de l'exil en Italie, c'est-à-dire la position de l'amnistie, quels que soient les actes commis, c'est-à-dire de ne pas savoir si la personne est coupable, pas coupable, si elle est coupable individuellement, collectivement, etc., mais de demander l'amnistie générale, toutes tendances confondues, finalement, une amnistie qui recouvrirait aussi les fascistes d'une certaine façon. Enfin bon, c'était pas dit comme ça, mais qui considérerait tout à coup que ça avait été envisagé, par exemple, à certains moments de l'histoire, les vainqueurs reconnaissent la paix des braves pour les vaincus, ce qui n'est pas une position qui est forcément majoritaire à l'époque, puisque quelqu'un comme Bonanno, par exemple, écrit un petit livre qui est traduit en français, qui s'appelle Contre l'amnistie, et que par exemple en prison, les brigadistes à cette époque-là défendent la position de continuation de la guerre contre l'État, etc. Voilà, et ça s'enchaîne, et je continue donc à m'intéresser donc à cette question de l'extradition et ce qui se passe en Italie, ce qui débouchera par le livre Individus, révolte et terrorisme, qui essaye de généraliser un peu cette question de la lutte armée en l'élargissant à l'Allemagne et même à la France. Donc dans un bouquin qui paraît chez Nautilus, qui est Nautilus, qui est la maison d'édition de Jean-Charles Canonne à l'époque, et qui est en correspondance avec Nautilus Italie. Je me rends aussi de temps en temps à Turin, et où le livre sera en fait fabriqué techniquement en 87. Voilà, donc ça c'est un peu, on pourrait dire, une deuxième phase dans laquelle je commence à avoir des Italiens, à avoir des rapports avec des Italiens, mais qui sont pas forcément des opéraïstes, mais des gens liés au mouvement autonome. Et qui ont des activités. Et qui ont des activités diverses, y compris, bon, des activités dans la lutte armée. Voilà, donc on peut dire que ça c'est une deuxième phase, et cette deuxième phase, elle débouchera sur ma rencontre avec Ricardo, parce que, toujours par l'intermédiaire de Jean-Charles Canonne, nous commençons à échanger épistolairement de la prison où il se trouve, puisqu'il a été condamné à 18 ans de prison. Ouais, tu dis Ricardo d'Este. Hein, Ricardo d'Este, qui a été condamné à 18 ans de prison pour différentes attaques de locaux, de banques et autres, et qui a été un élément important des luttes en Italie dès 62. Il est donc beaucoup
plus âgé, il a 10 ans de plus que moi. Dès 62 et les manifestations violentes de Piazza Santuto, où les ouvriers attaquent des locaux syndicaux et commencent à soulever le couvercle un petit peu. Il est déjà actif à ce moment-là et fréquente donc les Quaderni aussi, et surtout Classe Opéria, qui va être une scission des Quaderni Rossi, où vont rentrer plus de jeunes d'une nouvelle génération, disons, que au Quaderni Rossi, où il y avait des gens encore d'une génération plus ancienne, comme Pantieri, qui lui va décéder assez tôt, mais par exemple dès le début des années 70, bon, donc une génération plus jeune dans Classe Opéria, où Riccardo d'Este représente une frange, disons, anarcho-communiste, mais également influencée par Castoriadis, par Socialisme ou Barbarie, c'est assez composite, et par l'international situationniste aussi. Voilà, donc il rentre à Classe Opéria et il en ressort assez rapidement à cause de un peu de soupçons de léninisme sur Classe Opéria, puisqu'il y a quand même des gens comme Tronti, Negri qui sont pas dégagés de cet aspect-là. Voilà. Et donc il va quitter ces groupes pour avoir une activité plus anarcho-autonome, disons, dans les années 68, jusqu'à sa participation à Lutte Conseil Prolétaire avec Césarano, puis au groupe Commentisme, bon, qui revendique les actes criminels ou la criminalisation, non pas la criminalisation non pas être accusé, comme toujours quand on dit l'État criminalise les luttes, mais qui revendique en quelque sorte la criminalisation du mouvement, finalement. Oui, avec le slogan « Contre le capital, lutte criminelle ». Voilà. Donc ce slogan, bon. Voilà, donc on commence par avoir des échanges épistolaires assez prudents et qui, parce que bon, Riccardo a été mêlé à plusieurs groupes, bon, etc. Il y a des polémiques, il y a l'exil, il y a des prisons. Enfin, c'est un méli-mélo incroyable. Et donc, effectivement, comme il le dit dans une de ses lettres. Oui, donc je disais dans une de ses lettres, exactement le 14 novembre 1990, il me dit donc par prudence qu'il est un petit peu seul, bon, puisqu'il traîne de prison en prison, puisqu'il va aller faire les prisons italiennes, françaises et espagnoles finalement, puisque chaque fois qu'il était relâché ou qu'il s'évadait, il passait d'une prison à une autre en étant repris dans l'autre pays. Il est relativement isolé et il cherche aussi à se reconstruire. Donc il me dit, il faut avoir une tête, des jambes, des mains, avant de se proposer comme corps, c'est au RPS, hein, mais j'ai un problème d'accent, de se proposer comme corps et comme corps social en plus. C'est-à-dire que on s'imagine mal en France la destruction qui a pu s'opérer déjà sur les corps, effectivement, et sur la psychologie des gens emprisonnés ou en fuite. Et donc, dans les rapports qu'ils peuvent avoir avec des gens de l'extérieur, il est bien évident qu'entre les différents comités de soutien, les différents
personnes qui cherchent à récupérer des trucs, qui cherchent à instrumentaliser. La prudence est évidente. Donc, les rapports avec Ricardo ne vont s'accélérer qu'à partir du moment où, revenu dans la phase finale de ces emprisonnements successifs, c'est-à-dire revenu réextradé en Italie, il est au régime de semi-liberté, où donc je peux le voir dans la journée, avant qu'il ait fait un travail de traducteur reconnu, y compris par l'administration pénitentiaire. Je peux le voir dans la journée avant qu'il rentre à la prison de Turin le soir. Et bon, c'est dans ces moments-là, donc c'est mes visites à Turin. Et donc tu te déplaces à Turin voilà, régulièrement. Dans ces visites que plus que par des accords politiques qui sont bon, peut-être introuvables, même s'il lit la revue, puisque la revue n'est pas faite d'accords politiques, mais plutôt de nécessité de bilan, regroupant un certain nombre de personnes ayant ressenti cette nécessité. C'est pas tellement au départ sur une entente politique, mais c'est finalement sur des liens d'amitié qui vont se tisser très rapidement avec Ricardo, que ça va se concrétiser d'une manière finalement très affinitaire, même si pour ma part je n'ai jamais recherché les rencontres affinitaires du point de vue politique. Je me suis toujours tenu très loin de tout ce qui pouvait être affinitaire en politique. Et que, donc, c'est pas que je refuse, mais que ça n'a rien à voir. Et par exemple, à Saint-Philippe, j'ai toujours tenu à ce que ça ne soit pas une communauté entre nous. Voilà, mais il n'empêche qu'il y a parfois des choses qui se passent, des fluides. Par ailleurs, à l'époque, nous avons, bon, c'est anecdotique, mais nous avons une vie un peu tumultueuse tous les deux du point de vue sentimental, et que bon, nous échangeons aussi sur nos expériences sur cette vie sentimentale et sur les difficultés des rapports amoureux et de la vie quotidienne, etc. Donc il y a tout un ensemble qui fait qu'on devient amis, quoi. Et en fait, ça va déboucher ensuite plus concrètement, c'est-à-dire souvent c'est comme ça, c'est quand on fait quelque chose ensemble, qu'on s'accorde, et que c'est souvent les événements, c'est pas la théorie, c'est pas l'accord théorique, parce qu'on n'aura jamais d'accord théorique, on n'est plus au temps du parti, du programme prolétarien, etc., je ne sais quoi, c'est pas la théorie qui fait l'accord, c'est le fait que on va avoir quelque chose en commun. Et bon, ce quelque chose en commun, c'est la première guerre intervention en Irak de 91 qui produit cette chose. Alors bien sûr, du point de vue théorique, il y a eu des choses, puisque, par exemple, à la naissance de Temps critique aussi, il y a à la librairie Publico, à un certain moment, des Italiens, des Allemands et des Français qui viennent à un grand débat qui a lieu autour de mon bouquin Individuel et terrorisme et le bouquin d'Anne Steiner et Luc Debray sur la fraction Armée Rouge qui aussi vont
ont participé à la naissance de Temps critique. Et donc on retrouve ces trois éléments italien, allemand et français au moment de la guerre du Golfe, où on décide de faire, enfin c'est Ricardo qui essaye d'impulser, même dans sa position encore inconfortable, essaye d'impulser un numéro de Temps critique commun dans les trois langues, avec des textes relativement courts, mais d'intervention assez claires sur la guerre du Golfe, qu'est-ce que les opérations de police au niveau mondial, en quoi ça se distingue de l'impérialisme, etc. On avait des accords là-dessus, effectivement, entre nous, qui sont apparus à ce moment-là, et ça avait donné lieu donc au numéro 3 de Temps critique consacré à la guerre du Golfe, avec des textes en provenance d'Allemagne, de France évidemment, et d'Italie, et une sorte de version italienne, légèrement modifiée et plus courte, qui s'appelle La Guerra sul Roverso, où un certain nombre de textes donc du numéro 3 sont repris tels quels, donc de textes donc traduit de Ricardo, traduit par Ricardo d'Este en général, ou par Isabella Di Caria qui est un Nautilus et qui est italo-française en fait, et qui parle, qui est parfaitement bilingue. Donc c'est ça qui avait amorcé, disons, un peu ce processus aussi de rapprochement. Oui, c'est le fait qu'il y ait des choses pratiques qui apparaissent et qui font avancer. Voilà, et non pas les idées. Et d'ailleurs, on le verra après, puisque nos collaborations va continuer un temps avec les Allemands, bon, d'une part, mais aussi avec les Italiens, mais d'une façon très chaotique, puisque la deuxième intervention commune qu'on aura ensemble, ça sera quelque chose autour de l'école, parce qu'à ce moment-là, Ricardo d'Este participe à un groupe italien, surtout basé à Turin, qui s'appelle 415. Et avec ce groupe, moi je continue à aller à Turin régulièrement, et Ricardo va venir à Paris dès qu'il est sorti de prison, donc qu'il a fini de purger le temps qui restait. Ça va déboucher sur un livre sur l'école. Ça se situait à un moment où il y avait une réforme en Italie et une réforme en France. Donc un livre qui s'appelait Squadernare la Scuola. En fait, c'est détruire l'école, hein, dans lequel Jacques Guigou et moi-même mettons deux textes qui sont parus dans la revue, et puis il y a le texte des gens de 415 aussi, et ces textes, nous sommes pas d'accord avec eux. Nous les trouvons particulièrement gauchistes, assez foucaldiens. Grosso modo, pour eux, l'école est purement discipline, alors que et discipline pour la production, comme s'il fallait encore asservir les travailleurs
comme s'ils étaient des esclaves ou comme s'ils étaient des non, puis c'est la centralité du travail. oui, mais des robots, bon, enfin, comme s'ils n'étaient pas aussi des, euh, des gens qui réfléchissent à la question du travail et qui sont contraints et etc. Un peu la même chose au niveau de l'école, c'est-à-dire que détruire l'école abstraitement en dehors d'un mouvement comme il y a pu y avoir en 68 contre les institutions, ça apparaît comme un truc, je veux dire, qui se règle à coups de pavé. Et d'ailleurs, la première couverture et la quatrième de couverture du bouquin sont recouvertes de pavés. Donc une conception assez primitive de la destruction des institutions. Et en fait, à ce moment-là, nous tombons un peu en désaccord et Ricardo va s'éloigner du groupe 415. C'est à ce moment-là qu'il va participer à son critique véritablement. Mais donc ça montre aussi que quand on fait quelque chose plus à partir d'un point de vue théorique sur l'institution, sur quelque chose, etc., à ce moment-là, mais que ça reste abstrait, c'est-à-dire en dehors d'un mouvement véritablement sur l'école qui serait fort et qui pose les questions d'une façon pratique finalement, et où on verrait si on peut avoir raison, par exemple, sur nous, notre analyse de l'institution qui est assez différente de celle que présentent les Italiens à ce moment-là et développent Guigou, pourtant critique, si elle est valable. Alors que là, abstraitement, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas d'accord. Et en fait, nos désaccords avec le groupe 415, qui va continuer même sans Ricardo après, ne vont faire que s'accélérer et jusqu'à la rupture après la mort de Ricardo, où là, il n'y a même plus Ricardo qui nous reliait. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la fin de la troisième phase, un peu de mon circuit à l'intérieur de l'Italie et qui commence à mêler aussi, qui a mêlé d'autres personnes de temps critique dans cet intérêt pour l'Italie, et, puisque Jacques Guigou a participé à certains éléments de cette période, disons, des années 80. Pour conclure sur mes rapports avec Ricardo D'Este est à la sortie de prison et dans les quelques années qui suivent est très malade. Bon, il y a une sorte de contamination à l'amiante au poumon, peut-être liée à la prison. Et d'autre part, il a eu une vie pas très hygiénique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il décède donc au printemps 1996. Pour moi, évidemment, ça sera un gros trouble psychologique, disons, parce qu'on avait des projets ensemble et que ils se sont interrompus d'un coup. Je me rends à Turin à l'enterrement, donc c'est un enterrement où il se déplacent des gens de toute l'Italie et on est pratiquement 300 ou 400 à son enterrement. Et enterrement où je subirai un choc supplémentaire, donc je loge chez sa compagne de l'époque, où donc on voit défiler des gens de toute l'Italie pendant 3 jours, ce qui est assez éprouvant et un peu réconfortant d'une certaine façon, mais assez éprouvant. Et aussi une anecdote, bon, quand donc on se retrouve à l'enterrement, j'assiste à ma première incinération, et pas à ma dernière, mais à la première.
Et le choc là aussi est assez terrible, c'est tous ces gens qui sont là et qui pourraient dire quelque chose et qui finalement ne disent rien. Et moi qui suis un peu trop limité à l'oral en italien pour intervenir, je me sens un peu bête. Mais c'est de là que je prends une sorte de décision en me disant dans ma tête que jamais je ne me ferai incinérer et que je finirai au cimetière dans la terre comme un Français moyen. Parce que le choc a été trop rude. Bon, cette histoire d'incinération sera confirmée par d'autres incinérations auxquelles j'assisterai plus tard. Pour compenser un peu cette atmosphère et silence de l'enterrement, dans le numéro de temps critique suivant, c'est-à-dire le numéro 9 de l'automne 96, donc bon, peu après sa mort, nous passons 2-3 poèmes de Ricardo dans la revue, et bon, une petite introduction où j'essaye de résumer en quelque sorte Ricardo par une phrase. De classe opéraria dans les années 60 à Commentispo dans les années 70, de longues années en prison jusqu'au groupe 415 auquel il participait ces dernières années, Ricardo a incarné avec continuité et sans esbrouf une certaine conception de l'unité entre révolte et théorie critique. Voilà qui me semble résumer un peu son parcours. Dans la postface à ton livre, elle est faite par Res Calzone, un camarade bien connu dont tu as déjà parlé avant sur ses positions pour l'amnistie des Italiens. Comment s'est construite en fait ta rencontre avec lui? Oui, alors donc elle s'est faite au moment de la parution du livre de Scalzone avec Persichetti en 2000 sur l'État et la Révolution et l'État chez Dagorno. Donc c'est une réunion qui a lieu le 21 octobre 2000 à la librairie Ubu à Valence, organisée par un camarade qui s'occupe aussi beaucoup de l'Italie, Luc, et qui tient un local important à Valence à l'époque, et qui est en contact avec cette librairie, qui est une librairie semi-militante, mais aussi spécialisée dans le roman policier. Et là, j'y retrouve donc Scalzone, Persichetti et Battisti. Dans le cadre d'une rencontre, alors que je ne les connais pas personnellement, même si j'ai déjà échangé avec Scalzone épistolairement, c'est notre première rencontre. Nous avons échangé toujours à propos de la lutte armée, puisque nous avons écrit avec d'autres camarades de temps critique qui ont abandonné temps critique pour des raisons médicales et un peu de santé, disons, Einsteiner et Loïc Debré. Nous avons participé à un travail en commun avec aussi Henri Lefebvre et Jean-Pierre Duteuil, ex du 22 mars de Nanterre, autour d'Action Directe, un livre qui s'appelle Parole Directe et qui est publié par Acracy, les éditions que chapeaute un peu Jean-Pierre. Et donc Oreste Scalzone est au courant du livre et on a discuté autour de ce livre et
on a eu des échanges sur toujours cette question de l'amnistie, de comment régler cette question. À cette occasion, Oreste me dit que nos discussions sont souvent, il a une formule que j'ai écrite et que je peux reciter, que nos discussions sont souvent inachevées du fait de nos activités respectives, comme donc je lui laisse la comparaison en propre, comme des maisons des migrants de Calabre qui travaillent 15 jours par an. Et donc les fondations, on commence par les fondations, le premier étage, et on espère que ça ira jusqu'en haut, mais on n'en est jamais sûr. Bon, ce qui était une assez bonne image, et en plus en référence à l'Italie. Pourquoi la Calabre, je ne sais pas, mais alors nous allions nous rattraper par la suite, en ayant des rapports plus étroits à partir de l'extradition. Là aussi, c'est ça qui va refaire un lien concret avant même que nous ayons des projets d'écriture commune, un lien concret qui est l'extradition de Paolo Persichetti à ce moment-là, en 2002. Le 25 août 2002 exactement, Paolo est extradé. Et donc voilà, il y a un comité de soutien qui se forme, et moi je participe donc avec Luc, dont j'ai parlé, Luc de Valence, à un comité de soutien Rhône-Alpes qui se réunit souvent à la Griffe, à Lyon, mais aussi à Valence. Là, donc, un comité de soutien à Persichetti qui fera paraître un tract en septembre 2002, dont le titre est « Contre l'amnésie collective et sélective, soutenons les réfugiés politiques italiens ». C'est la première fois, en fait, que je participe à un comité de soutien, parce que dans la Précieuse 68, nous avions pas mal, nous avions été un certain nombre dans les entourages du 22 mars ou assimilés à critiquer la notion même de soutien, la bataille pour des causes, etc. Par caractère humaniste, démocratique, disons que la pensée radicale, prendre les choses à la racine, ce genre de banalité qui servait un peu de couverture à notre défaite post-68, avait amené parfois des prises de position justement sur la défense des prisonniers politiques, des positions assez ambiguës et en tout cas contradictoires. J'en fais état dans le texte que j'ai fait sur la mort de Notaire Nicolas, de Santé Notaire Nicolas, en mars 21, qui s'appelle Pour et autour de Santé Notaire Nicolas, pourtant critique, où je relate justement Santé Notaire Nicolas, qui a fait sauter un petit peu en Italie, qui a été le premier prisonnier politique, mais de droit commun en quelque sorte, puisqu'il avait attaqué 22 banques avec son groupe. J'explique dans le début de cette brochure qu'à un certain moment en France, là aussi contrairement à l'Italie, nous étions pas dans le même registre, c'est-à-dire qu'en France, nous avions décidé du fait du peu de militants et d'acteurs, de protagonistes de 68, du peu de gens à avoir été emprisonnés, alors que par ailleurs, surtout à Lyon,
nous avions pas mal de gens de 68 et du 22 mars qui étaient en prison, mais pour des affaires de droit commun, c'est-à-dire attaque de banque, etc. Qu'en fait, la défense de prisonniers politiques semblait une absurdité, nous semblait un peu une absurdité, et que nous étions pour la défense, la fin de la prison et finalement la défense de tous les prisonniers, etc. Et que le problème s'était posé et que ça a divisé les groupes informels auxquels on participait au moment de Pugantiche et des deux autres militants qui ont été exécutés à la fin du franquisme à ce moment-là, où on s'est un peu déchiré entre ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de raison, plutôt la tendance négation de la revue Négation, qui pensaient qu'il n'y avait pas de raison de défendre des prisonniers politiques plus que des prisonniers de droit commun, dont la plupart étaient en fait pas des grands truands, mais des gens de, etc., de la misère sociale en quelque sorte, et dont certains pouvaient être politisés. Et en fait, seul le Dauvé, le mouvement, un petit groupe revu qui s'appelait le Mouvement communiste, a fait une brochure en défense de politique de Pugantiche. Bon, ça ne voulait pas dire qu'on n'allait pas aux manifestations qui avaient lieu en défense de Pugantiche, mais prendre une position politique de défendre des prisonniers politiques, c'était pas véritablement notre perspective. Alors que pareillement en Italie, c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire que en fait, les gens ont tellement été mis massivement, les gens du mouvement, surtout à partir de 79, mais dès 71, mais surtout à partir de 79, c'est des milliers de personnes qui ont été mises en prison, ce qui fait que les choses étaient, la logique des choses était inversée, c'est-à-dire que les petits voleurs de rue, c'est eux qui se déclaraient prisonniers politiques quand ils étaient arrêtés parce que les politiques étaient dominants. Il y avait que les mafieux et les politiques, finalement, dans la prison. Dans certaines prisons, il y avait les mafieux d'un côté, les BR et d'autres politiques, et celui qui venait d'être emprisonné et qui n'était pas un mafieux, de fait, il se revendiquait. Donc là aussi, un lien avec l'Italie, mais des grosses différences. Bon, alors, donc, par rapport aux extraditions, donc j'ai dit, là, je suis revenu un peu sur mes principes de l'époque pour participer donc à un premier comité de soutien qui a été donc par rapport à Paolo. Et donc sur Lyon, on a fait un gros travail et par exemple on a fait beaucoup de diffusion de tracts et on a aussi loué un film italien sur la question de la lutte armée, la Seconda Volta de Mimmo Capostri, qui met en scène donc un ingénieur de la Fiat qui s'est fait tirer une balle dans les jambes, et puis une brigadiste qu'il rencontre par hasard. Et on a organisé donc une grande discussion autour de ce débat qui était très suivi et très animé. Donc il y a quand même eu donc tout un... Et à ce moment-là, indépendamment de ce travail de soutien, nos rapports avec Oreste se sont un petit peu approfondis et on s'est vu beaucoup plus souvent et régulièrement. Sur ce point aussi, il y a Temps critique, nous avons écrit le premier numéro d'intervention, c'est-à-dire quelque chose qu'on voulait plus interventionniste qu'une revue paraissant de moins en moins souvent, puisqu'au début on paraissait 2 fois par an, puis ensuite 1 fois par an, puis aujourd'hui 2 fois par an. Donc la revue était lourde pour nos forces,
Et on avait besoin d'intervenir un peu différemment, et ça a été l'occasion donc du numéro 1 de ce qu'on a appelé intervention au pluriel, c'est-à-dire une façon d'intervenir, pas forcément que des gens de temps critique, d'intervenir sur des phases particulières de lutte ou d'activité liées à l'actualité, des choses comme ça. Et on a écrit donc le texte passé, présent, devenir, qui commençait à réfléchir plus généralement sur la question de l'état d'exception, sans majuscule à état, de l'état d'exception avec majuscule, etc. C'est discussion que j'aurai pendant de longs mois et même plusieurs années avec Oreste, finalement, quoi. Donc tu as construit toute une relation de long cours sur les questions finalement de l'amnistie, mais pas vraiment de l'opéraïsme directement, alors que pourtant Oreste a été un acteur. Oui, mais Oreste le dit bien dans sa postface. En fait, bon, on en a fait une postface, mais en italien, c'était plutôt autre chose qui était on voulait appeler ça note en marge, mais en fait, en France, ça veut pas dire grand-chose, note en marge. On a l'impression que c'est autre chose, mais bon, c'est plus des notes en marge qu'une postface, mais enfin, bon, appelons-le postface pour la France. Dans cette postface, Oreste dit bien qu'il est un faux opéraïste en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a raccroché très tard à l'opéraïsme, et parce que d'abord il est plus jeune, enfin pas plus jeune que moi, mais il est plus jeune que les opéraïstes historiques, et que si Potere Operae a intégré des figures de l'opéraïsme comme Piperno, Bologna, Sergio Bologna, etc. Oreste est plus un activiste, organisateur, etc., qu'un opéraïste. Disons que c'est un opéraïste sans drapeau, en quelque sorte. Bon, il se définit précisément à l'intérieur de la postface, vous pouvez la lire si vous lisez le bouquin. Mais voilà, donc on reste tout le temps, à ce moment-là, en marge de l'opéraïsme, puisque avec Oreste, ce qui nous intéresse, c'est de parler de cet état, de l'évolution de l'état, à partir de l'exemple du bouquin de Persichetti et Scalzone sur le rapport entre État et révolution, État et répression. Voilà, c'est plutôt ça notre champ d'intervention à ce moment-là. Vous rencontrez vraiment. Voilà. Et il va passer une semaine chez moi à ce moment-là. Il s'accompagne pour des raisons médicales d'opérations de cataracte, où on va se voir quotidiennement, donc pour discuter de tout ça. Ça débouchera pas véritablement sur un travail commun, mais moi je l'utiliserai, parce qu'en fait Oreste n'écrit pas vraiment en français, bon ça pose des problèmes. Donc en fait il est au magnétophone, et il parle au magnétophone, et après on retranscrit, enfin plus ou moins, et j'ai utilisé certaines de nos discussions pour mes textes sur l'État dans Critique. Et tout ça va continuer ensuite avec le comité de soutien à Battisti, évidemment où tout se passera essentiellement à Paris, mais où j'animerai sur Lyon à nouveau un comité Battisti, bon, qui aura une activité vraiment importante avec des réunions à la Griffe toujours, et une manifestation qu'on organisera au Palais de Justice bon, pour marquer le coup à un certain moment, mais une manifestation quand même assez réduite, puisque à partir de Battisti, on peut dire que le vent tourne, c'est-à-dire que hormis tourne complètement, disons, c'est-à-dire que hormis comment dire,
les proches de la lutte armée on peut dire que seuls les intellectuels vont soutenir Battisti sur la base de l'auteur de romans policiers, forcément innocent, puisqu'il est un auteur de romans policiers, sans chercher à savoir si Battisti n'est pas une petite frappe qui a dérapé dans la lutte armée, etc. Parce que il est toujours pareil, il fait partie du monde de la littérature, donc il va avoir toute une cour, il avait toute une cour autour de lui, et cour qui continue à le soutenir, mais à le soutenir, bon, c'est bien de le soutenir, mais n'importe comment, c'est-à-dire sur les bases de l'innocentisme, ce qui est en rupture donc avec la position de Scalon sur l'amnistie, aussi en rupture avec aussi la position de Kadrupani, qui est un de ses soutiens aussi politiques principaux. Mais autrement, hormis cette bataille un petit peu de savoir, bon, l'innocentisme, qui est importante, innocentisme, amnistie pour tous, quel que soit, innocent, pas innocent, le contexte, de savoir surtout qu'il n'y a pas que Battisti qui est visé, Sofri a été arrêté, Pietro Stefani, Bonpresi en Italie pour l'assassinat de Calabresi, ils choisissent la ligne innocentiste eux aussi, donc il y a des enjeux là-dessus qui sont extrêmement importants, mais ce qu'il y a de sûr, en Italie c'était déjà très net, plus personne ne veut soutenir les gens de la lutte armée, quelque part ils doivent payer. Il y a, Battisti est une exception par rapport au truc du roman policier et des intellectuels, mais autrement, tout le monde doit payer. C'est le début, c'est le retour de bâton, mais c'est surtout le début de la vie, ce avec quoi on s'est attaqué dans nos discussions avec Oreste, c'est le début de la victimisation générale comme position politique. C'est-à-dire tout le monde est victime. Donc en Italie, les gens sont victimes de la lutte armée. Ils ont été blessés, ils ont des parents qui ont été tués, qui ont été Jean Bizet, etc. Et donc sur cette base, les victimes demandent justice. Et donc les repentis, voilà. Et les repentis, par exemple, disent que, enfin, pas les repentis, les dissociés. Les repentis, ils disent pas grand-chose puisque en fait ils disparaissent, ils se cachent ou ils se trouvent une deuxième vie. Mais les dissociés, comme Sergio Seggio, par exemple, qui a été un des plus affreux terroriste de Prima Linea qui poussait à bout pour tuer Jean Bizet, des journalistes, etc., a été un des premiers dissociés à dire moi j'ai payé. Effectivement, il a payé, mais il veut que il a dû faire 20 ans de prison, mais il veut que tout le monde paye parce que lui a payé, alors que beaucoup à qui on demande de payer n'ont pas poussé à des actes comme Sergio a poussé. Donc, qu'est-ce que c'est cette balance qui viendrait, enfin, balance sans jeu de mots, j'accuse pas Sergio d'être une balance, mais qu'est-ce que c'est cette balance de la justice qui serait obligée de se balancer et qui serait obligée de déterminer en quoi Sergio est plus assassin que Battisti ou moins assassin que Battisti, sur, etc., et quelle peine correspondante, etc., tout bon, ce débat-là, bon, était pas le nôtre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la position de victime devient une chose importante et bien évidemment, aujourd'hui, ça atteint une situation extraordinaire puisque avec le développement des particularismes radicaux néo-féministes, véganes, des coloniaux, animaliers, etc. Même les arbres sont victimes. Donc, il n'y a que des victimes et des bourreaux.
Donc comment des gens qui ont mené une lutte politique peuvent-ils, dans une dépolitisation complète telle qu'elle est aujourd'hui, où tout est politique parce que plus rien ne l'est, comment peuvent-ils encore survivre, ne serait-ce qu'au regard des médias qui pourraient donner un écho? Non, ce n'est absolument plus possible. Donc là, récemment, il y a des nouvelles choses au niveau de ces questions d'extradition qui sont faites. Donc il y a 9 personnes ou 10 personnes, je sais plus, qui sont inquiétées, comme si on avait trié sur le volet ce qu'il fallait absolument prendre. Ben c'est toujours pareil, c'est-à-dire que certains ne sont, enfin, une des personnes n'est pas couverte par la doctrine Mitterrand, enfin par les principes de la doctrine Mitterrand, et les autres sont accusés de crimes de sang, ce qui normalement, en fait, les condamner à l'avance, parce que dans le principe adopté par le gouvernement français, ils s'étaient quand même pas trop mouillés, mais normalement ils excluaient les crimes de sang de la doctrine Mitterrand. Mais en fait, comme dans l'optique Mitterrand et de ses conseillers, l'Italie était un pays quasi fasciste, crime de sang ne voulait plus rien dire parce qu'en fait ils avaient fait que se défendre dans le cadre de la stratégie de la tension fasciste, etc. Et d'ailleurs Scalzone, qui avait fait la grève de la faim longtemps en Italie à l'époque, était considéré en France un peu, même au niveau du gouvernement, comme un héros parce que il devait peser 40 kilos et que c'était cet affreux gouvernement italien qui l'avait réduit à cet état, alors que s'il était dans cet état, c'est qu'il avait été accusé de s'être défendu contre les fascistes qui lui avaient balancé une table du haut du premier étage à la fac et qu'il avait failli mourir et qu'il était la colonne vertébrale en deux, etc., etc. Donc il y avait cette idée que de toute façon il était quasiment légitime de se défendre de l'État italien, chose qui évidemment, avec le recul des dizaines d'années plus tard, devenait une lubie de Mitterrand, donnant des leçons, lui avec l'ordre de la Francisque, donnant des leçons d'antifascisme aux Italiens, etc. Donc ça peut apparaître aujourd'hui farfelu, de la même façon que peut apparaître farfelu le fait que Chevènement, quand il était ministre de l'Intérieur, prévenait les exilés, enfin prévenait au reste par téléphone quand il y avait un risque d'intervention de la police italienne au petit matin. En général, la police française était prévenue, et le ministère de l'Intérieur aussi, et on disait aux gens de ne pas rentrer chez eux pour éviter d'être arrêtés et extradés. Ça, aujourd'hui, évidemment, si on parle de ça, les gens se demandent de quoi on parle, puisque effectivement, demander à Macron ou même à Hollande, comment une telle époque a pu se passer, c'est incompréhensible. Sarkozy, à la limite, était mieux placé pour le comprendre, puisque avec sa compagne Carla Bruni, qui elle, par sœur interposée et mec de sa sœur, a fréquenté les milieux d'extrême gauche et finalement de la lutte armée, pouvait comprendre à la limite Marina Petrella et a agi auprès de Sarkozy, semble-t-il, pour que Marina Petrella cesse d'être inquiétée pendant un temps, puisque maintenant ça semble recommencer. Mais c'est vrai que petit à petit, et c'est pour ça que c'est important de le répéter, petit à petit on a l'impression que comment dire, l'histoire qui se passe se transforme en une actualité continuelle et ce qu'on appelle
qu'une avocate dans les journaux cette semaine, une avocate qui s'appelle Rosé, appelle la peine infinie, c'est-à-dire que au lieu d'effacer, comme par exemple on l'a fait pour les communards, etc., au lieu d'effacer, a fortiori par exemple au moment de l'épuration, l'après-épuration, au lieu d'effacer avec les années les choses, on a l'impression de quelque chose de rétroactif qui vient récupérer des gens qui sont tout autre chose que ce qu'ils étaient à l'époque, puisque la plupart ont arrêté toute activité politique, puisque c'était l'une des données des accords avec Mitterrand, ont arrêté toute activité politique en France, et on veut les remettre dans la situation où ils étaient à l'époque. Et là aussi, cette avocate, Rosé, dit qu'on est en plein là-dedans, et ça n'a rien à voir avec la lutte armée, mais la lutte armée nous y ramène, et les prisonniers politiques aussi, c'est la fin de la prescription. C'est-à-dire, d'une manière générale, c'est la fin de la prescription pour les viols, pour les infanticides, pour les... C'est la fin de la prescription en général, c'est-à-dire que c'est une régression. Tout ce qui se passe aujourd'hui, du point de vue de la défense des prisonniers, est une régression complète du droit, à faire dresser normalement les cheveux sur la tête des avocats et des juges, logiquement, parce que c'est un regard qui est rétroactif et qui normalement en droit n'a pas de lieu d'être, puisque la justice ne peut pas être rétroactive, en tout cas pas sur des longues durées de ce type-là. Donc après le droit italien, avec le fait que quand on relance... Oui, alors il y a des spécificités du droit italien qui viennent en plus compliquer les choses, mais c'est plus général, c'est-à-dire que on le voit bien avec comment dire, ce débat ou l'absence de débat autour de la prescription. Et là-dessus, donc justement, on a fait un texte donc avec Sophie Vanish, l'historienne de la Révolution française, et qui a aussi écrit sur l'amnistie d'une manière générale dans le monde historique, de manière historique, un texte qui s'appelle « Réfugiés politiques italiens, quelques réflexions sur amnistie et violence politique », qui est paru dans Lundi Matin, comme d'ailleurs le texte sur Notaire Nicolas, où on revient donc sur toute cette question, et donc le texte a été aussi supervisé par Rest, en accord avec lui. Donc. Après ce détour qui permet de comprendre la continuité des rapports de Jacques Weinstein et de son critique avec l'Italie, nous verrons, dans un second temps, comment s'est manifesté plus précisément l'intérêt pour la théorie opéraïste, dont l'aboutissement est la sortie du livre « L'opéraïsme italien au crible du temps ».